Bonjour, alors donc je vous retrouve pour, un nouveau chapitre, portant sur les tensions et les mutations de la société d'ordre donc au XVIIIe siècle. C'est un chapitre qui est très important, pour, comprendre, comment la société, va se craqueler et se diviser et comment cela va, du coup, mener progressivement à, la Révolution, française. Alors donc on est dans une société d'ordre, il y en a 2 qui sont privilégiés, la noblesse et le clergé, donc qui ne payent pas l'impôt. Cet impôt pesant sur, un tiers état, majoritairement composé, de ruraux, hein, 85 qui, payent l'État, mais qui payent l'impôt, pardon, et des impôts toujours plus lourds, directs ou indirects, et qui vont régulièrement se révolter, on va y revenir. Sur cette paysannerie pèse également eh bien, tout le poids du seigneur via la domination seigneuriale et notamment les banalités, c'est-à-dire que les paysans doivent utiliser le four, le moulin du seigneur et pour cela, payer et ils doivent également des corvées, soit au roi, soit à leur, seigneur. Et donc, comme je le disais, cela donne lieu à un certain nombre de révoltes, les plus connues, hein, dans votre manuel, vous avez l'exemple de la révolte des Va-nu-pieds. Ce sont ces Va-nu-pieds, des paysans normands, qui vont s'élever contre la mise en place, ou le projet de mise en place de la gabelle, c'est-à-dire le fameux impôt sur le sel, en Normandie, alors que la région en était jusque-là exempté. Ce qui permet également, que vous avez une carte dans le diaporama, de souligner les inégalités entre les différents territoires et donc entre les Français face à l'impôt. En ce qui concerne la gabelle, vous avez des régions qui sont très lourdement imposées, tandis que d'autres en sont exemptées. Quand c'est comme ça, le pouvoir royal réprime très fortement ces révoltes, encore une fois, qui se multiplient à l'époque et qui sont très nombreuses tout au long de l'époque moderne. Néanmoins, au XVIIIe siècle, on constate, vous lirez dans le cours, une amélioration. Une amélioration qui est due déjà à de meilleures récoltes, hein. Sur le plan climatique, les Français sont un petit peu épargnés, ce qui va également permettre à la mortalité de reculer, également du fait du recul du nombre de guerres, hein, à l'époque. Et puis, on constate également une diffusion de l'innovation, des innovations agricoles, de la mise en place des préceptes, notamment des physiocrates. Donc, eh bien, on mange mieux, on produit davantage à l'époque, et cette amélioration, elle est donc bien réelle, tout en étant limitée et en ne favorisant réellement qu'une classe faible de ruraux, c'est-à-dire les classes les plus aisées parmi cette paysannerie, à savoir notamment les laboureurs, ceux qui vont avoir les moyens de bénéficier de ces innovations, notamment techniques. Ce que l'on constate également, c'est une expansion des villes, c'est la deuxième partie, une expansion des villes à l'époque. En effet, le nombre d'urbains augmente. On est encore très loin des chiffres actuels. La France, on l'a dit dans le petit 1, reste un pays de ruraux. Néanmoins, des villes comme Paris voient leur population considérablement augmenter sous le poids de l'exode rural. Et puis, dans les villes, il y a des activités. Les manufactures se multiplient, notamment de textiles. Et donc, on voit une partie des populations rurales se diriger vers les villes. On voit également les villes atlantiques, Nantes, Le Havre, Bordeaux, mais aussi en Méditerranée, Marseille, bénéficier du commerce triangulaire qui est encouragé non seulement par le roi et non seulement par l'Église. Je vous laisse, vous avez à travailler, à répondre à des questions sur le cas du port de Nantes. Par ailleurs, cette population des villes, elle est extrêmement hétérogène. On a toute une population extrêmement pauvre, hein, des laissés pour compte, des marginaux, parce qu'ils ne sont pas marginaux
en soi, mais parce qu'ils sont marginalisés par la société, donc des mendiants, les prostituées, etc., qui d'ailleurs, hein, ces plus pauvres vont subir ce qu'on appelle le mouvement du grand renfermement, c'est-à-dire qu'ils vont être placés dans des hôpitaux, notamment Bicêtre et j'ai oublié le deuxième, c'est pas grave. Toujours est-il que, eh bien, on cache ces pauvres que l'on ne saurait voir, mais on a également tout un petit peuple d'artisans, de journaliers qui vit un petit peu mieux, mais qui quand même doit trimer énormément au quotidien. Également toute la population des domestiques, hein, tous ces gens-là donc font aussi partie du tiers-état. Encore une fois, on a insisté en disant que le tiers-état, c'est en grande partie la paysannerie, mais il ne faut pas oublier ce petit peuple des villes qui joue un rôle important. Également, les artisans jouent un rôle important pour l'économie. Et puis, ce que l'on constate, c'est à l'autre bout de l'échelle sociale, des populations extrêmement aisées, qu'il s'agisse de la bourgeoisie ou de la noblesse. J'en termine pour mon grand 2, je fais une deuxième petite vidéo pour le grand 3.